Se construire, s'aimer et aimer l'autre, quand on a grandi sous le poids du racisme, est un chemin long et difficile. Mais vous avez dit quand même, le problème ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que je suis. Oui. Mais vous y avez vu du racisme? Mais bien sûr que c'est du racisme. Je vous le dis clairement. Pour les personnes racisées en France, l'estime de soi ne naît pas dans un vide. Elle se heurte aux représentations déformées, aux stigmatisations, aux agressions quotidiennes, aux exclusions intériorisées. Je sors d'un entretien là, je pense qu'ils vont jamais me rappeler. Le mec il m'a demandé est-ce que ça me dérangerait de retirer mon afro, de faire une coupe plus classique, tu vois. Et je lui ai demandé est-ce qu'il aurait demandé ça à un blanc avec des cheveux longs. Il m'a pas répondu et il m'a dit non mais c'est les demandes du client. Elle se heurte au regard de l'autre, un regard essentialisant, fétichiste, un regard raciste. Elle joue un peu, de temps en temps, le petit côté sexy, de l'autre, le petit côté djellaba. Le petit côté sexy, le petit côté djellaba, ouais, non, ça m'est vraiment passé en travers de la gorge. Pas parce que c'était une attaque personnelle, mais c'est vraiment là une attaque sur absolument toutes les femmes. Quand je vois ça, en fait, mon cœur saigne pour toutes les femmes. Non. Toutes les femmes musulmanes Voilà. en France. Pourtant, malgré ces blessures accumulées, il existe une volonté profonde de se réapproprier son identité, de redéfinir sa valeur et d'inventer des relations amoureuses où l'on peut enfin être pleinement soi. Dans un contexte où les corps, les désirs et les existences racisées ont longtemps été dénigrés ou invisibilisés, apprendre à s'aimer devient un geste politique. Face à un racisme systémique, aimer et s'aimer soi-même aujourd'hui en France est l'une des formes les plus intimes et puissantes de résistance. Shigeki Ndengila, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la cofondatrice de BISAI, un collectif antiraciste fondé en 2020. Et avec nous aussi Anaïs Alachède, bonjour, vous êtes infirmière, sexologue et vous avez écrit L'impact des cultures des femmes afrodescendantes sur leur vie affective et sexuelle. Et vous êtes là avec nous aujourd'hui puisque il y a cette revue, donc Phase B, qui est la revue de BISAI dans laquelle vous témoignez, dans laquelle on reprend aussi vos écrits. Alors vous dites Phase B, c'est l'alternative à la face A du monde, celle que les médias et les institutions érigent en normes modèles pour nous essentialiser. La Phase B, c'est notre manière de changer la narration en racontant et en archivant nous-mêmes nos propres récits. Et vous, Shigeki, là-dedans, vous témoignez. Vous racontez une histoire d'amour que vous avez vécue avec un homme plus âgé, un homme d'origine italienne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, totalement. Du coup, moi, mon récit, il se situe dans le premier chapitre de la revue, donc du second numéro sur l'amour, dans le chapitre qui s'intitule L'amour de soi. Donc, c'était hyper important pour nous de traiter l'amour romantique en démarrant par l'amour de soi et justement comment les différentes expériences qu'on peut vivre, que ce soit du racisme, du fétichisme, etc., toutes les expériences qui ont un impact sur notre amour de soi, comment elles impactent après, comment on relationne romantiquement. Et donc moi, je parle d'une relation que j'ai pu avoir il y a déjà plusieurs années et de comment, en fait, face à un incident que j'explore dans ce récit, je réalise comment mon corps est perçu en tant que femme noire et du coup l'impact de ne pas répondre à ces injonctions, quel est l'impact que ça a sur moi en tant que personne noire. Vous parlez de l'amour de soi, vous dites dans votre témoignage que la vie vous a appris très tôt à ne pas être le main caractère, donc le personnage principal, et que vous étiez un peu cantonné au rôle de la sista, de la meilleure amie cool ou du plan cul, et pour vous, en fait, une véritable histoire d'amour, c'était impossible. Ouais, très sincèrement, jusqu'à mon jeune adulte, on va dire, j'ai appris à ne plus me sentir concernée par l'amour romantique. Tellement j'avais eu des expériences, que ce soit personnelles, que ce soit même collectives, d'autres femmes noires autour de moi, que ce soit aussi via le manque de représentation. En fait, j'avais fini par, on va dire, accepter par dépit que je n'arriverais pas à attirer une personne qui voudrait une vraie relation amoureuse avec moi et pas soit pas de relation du tout, soit juste amicale ou sexuelle. Ce qui fait que j'ai évolué, je pense aussi vers un mécanisme de protection qui faisait que je me sentais pas concernée par l'amour romantique. J'avais l'impression que c'était pour les autres et pas pour moi. Et ça, vous dites que selon vous, c'est lié donc à tout le racisme et à tous les clichés qui sévissent dans notre société. Ouais, totalement. Ce dont on parle aussi
dans la revue, et j'en parle aussi par ailleurs dans une enquête que j'ai faite sur l'amour et les afrodescendants, c'est que il y a comme, on va dire, un marché de l'amour qui répond aux mêmes dynamiques que les dynamiques raciales de la société, qui fait qu'il y a une forme de hiérarchisation en fait raciale qui s'inscrit dans ce marché-là. Et dans cette hiérarchisation, du côté des femmes, celles qui vont sembler le moins désirables vont être les femmes noires, et du côté des hommes, ça va être les hommes asiatiques. Et c'est comme si, selon où on se situe dans cet échiquier-là, on va être perçu comme plus ou moins attirant, comme plus ou moins intéressant pour relationner romantiquement. Et donc, quand on se retrouve au bas de cette pyramide, on va dire, c'est une construction sociale, bien évidemment, on voit bien que c'est beaucoup plus difficile de pouvoir relationner. Et puis donc, un jour, vous rencontrez un homme plus âgé, un homme d'origine italienne, dont vous tombez amoureuse. Au début, tout se passe bien, et puis d'un coup, il vous sort, comme ça, t'es pas très cambrée pour une femme noire. Et là, c'est un choc pour vous. Ouais, c'est un choc, c'est même un traumatisme, on va dire. Déjà parce que, en principe, le propre d'une relation romantique, comme toute relation de confiance, c'est d'être dans un espace aussi safe et bienveillant. Donc, on baisse un peu les barrières dans ce type d'environnement, on va dire. Donc, même si, en tant que femme noire, j'ai l'habitude de me protéger, on va dire, de ce type d'agression. Là, déjà, c'est un moment de vie où toutes mes gardes sont baissées, on va dire. Et cette remarque, elle est d'autant plus violente, déjà liée à l'instant où elle se passe dans un moment d'extrême vulnérabilité, auprès d'une personne pour qui j'ai des sentiments, et en fait qui renvoie mon corps à une forme d'attente liée à mon appartenance de genre et raciale, et m'informe que je ne réponds pas à cette attaque. C'est quelque chose de ultra violent, du coup, à plein de niveaux, et ultra traumatisant aussi. Oui, vous dites quand même que quand ces mots atteignirent les oreilles de la jeune femme, donc de vous, elle ressentit un poids si lourd qu'elle eut l'impression qu'un éléphant s'était effondré sur elle, brisant son corps en 1000 morceaux. C'était comme si elle pouvait entendre ses os se briser un par un. Son âme s'était complètement détachée de son corps, la laissant inerte pour masquer l'avalanche d'émotions qui la démolissait de l'intérieur. C'est violent quand même. C'est à la hauteur, on va dire, de la violence de l'instant, d'être vraiment renvoyé à une forme de corps un peu fantasmé, auquel on ne correspond pas. Et de ressentir, même une forme d'indésirabilité, même de déception, je pense, dans ce propos. Et à ce moment-là, c'est plus comme si j'étais Shigeki, j'étais une femme noire qui devait ressembler à ça et qui ne le ressemble pas, et c'est problématique. Et je voulais juste ajouter quelque chose par rapport au fait, comme vous dites, que c'est fort l'image qu'elle a décrite, mais il faut pas oublier qu'en tant que personne noire ou racialisée dans cette société, on vit un certain nombre de micro-agressions. Donc, je sais pas quel âge avait Shigeki, mais elle était quand même peut-être dans sa vingtaine au moment où ça s'est produit. Donc, ce que les gens peut-être ont du mal à cerner, c'est qu'il faut se souvenir que depuis notre enfance, on cumule un certain nombre d'expériences comme celle-ci négatives. Et là, quand on est dans notre sphère privée, on s'attend encore moins. Et c'est une relation dans laquelle elle était vraiment engagée, elle aimait cette personne en confiance. Et c'est là où ce qu'on appelle des micro-agressions viennent vraiment nous percuter au moment où on s'y attend pas, d'une personne qu'on aime, dont on est proche. Une réflexion à laquelle on n'est pas prêt à faire face, tout le fait de figer aussi, de pas savoir réagir. Et du coup, alors, la question que vous posez, en fait, dans votre récit, c'est est-ce que je dois le quitter ou est-ce que je ne dois pas le quitter? Et il y a cette question aussi, comment aimer ce corps? Oui, totalement, parce que c'est pour ça que c'était important pour nous de démarrer cette revue avec la question de l'amour de soi, parce qu'elle conditionne vraiment très fortement comment on va se percevoir, comment on va se montrer, et du coup comment on va pouvoir relationner avec des personnes, notamment dans un environnement romantique. Et la manière dont, en tout cas, ce marché de l'amour que j'évoquais fonctionne aujourd'hui, il fonctionne quand même beaucoup à partir dans un premier temps, de critères physiques. Et même quand on voit aussi l'essor des applications de dating, le premier contact, il est physique. Donc dans cette question-là, le rapport au corps, elle est centrale, parce que plus on va répondre au canon de beauté
du groupe qui nous intéresse pour relationner, plus on va se sentir en confiance et plus on va avoir de chances de pouvoir in fine relationner. Donc le fait d'avoir une remarque aussi brutale sur un corps qui déjà, moi j'avais de mal à l'habiter pleinement du fait des discriminations que j'ai pu vivre en tant que personne noire, c'est comme si ça appuie encore une forme de violence sur un corps qui est... on va dire, en tout cas à ce moment-là, me paraissait responsable de plein de situations dans lesquelles je me trouvais. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, ce que vous racontez, c'est que vous vous sentez coupable face à ce rejet, face à ce racisme. Parce qu'il y a un de vos collègues qui vous dit, un moment, quand vous êtes en soirée, vous racontez aussi qu'un de vos amis vous dit « Jamais je pourrais sortir avec une noire ». Et là, vous dites « Ce n'est pas à lui que j'en voulais, mais à moi-même ». Ça... Ouais, totalement. Et je pense que ça, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, si on me disait ça, je réagirais pas du tout de la même manière. Et c'est un peu aussi le résultat de nos schémas de pensée quand on n'a pas encore les outils pour comprendre les dimensions systémiques des expériences individuelles que l'on vit. Et donc moi, à ce moment-là, je suis dans un schéma de pensée où je me trouve pas assez attirante parce que noire, notamment parce que dans différentes expériences avec des hommes, on m'a dit tu n'es pas belle ou pas attirante parce que noire. Donc j'intègre ça, ce qui fait que, et c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont opprimées de par leur appartenance raciale notamment, quand une personne nous regarde, on se dit ah enfin quelqu'un me regarde, ce qui fait qu'on peut donner de l'attention à des personnes qui sont potentiellement toxiques, qui nous fétichisent, qui nous exotisent. Ce qui fait que moi j'ai tellement intégré que ma valeur sur ce marché-là, on va dire, est faible et basse, qu'en fait, quand il me dit ça, pour moi, c'est comme une affirmation de quelque chose que je sais déjà. Donc, c'est même pas à lui que j'en veux directement, mais plutôt à cet héritage, finalement, qui est le mien. Parce que vous êtes. Exactement. Qui m'empêche, en fait, d'atteindre ce que je veux atteindre comme plein de personnes, c'est-à-dire une relation amoureuse, romantique, etc. Et là-dessus, vous, Anaïs, comment vous mesurez l'impact que peut avoir, par exemple, ce qu'a vécu Shigeki et plein d'autres personnes racisées ? Déjà, avant de répondre de manière plus précise, par rapport au témoignage de Shigeki, je voulais revenir sur cette période de l'adolescence et rappeler que ce qu'on dit ici, toute personne racisée ne vit pas exactement la même chose, mais étant en France et dans ce contexte européen, c'est important de le rappeler que ici on est considéré comme des minorités visibles, et c'est pour ça qu'on peut être heurté du coup en tant que personne racisée à ce genre d'agression, discrimination. Et vraiment, ce que Shigeki a vécu, j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui l'ont ressenti aussi. Et en fait, en étant grandi ici dans une société majoritairement blanche, c'est dès l'adolescence, au moment où on commence en fait à relationner ou à avoir des désirs, à se questionner sur les relations, sur la vie affective, et ben c'est là où va tout se jouer. Et puis même parfois, j'ai envie de dire de manière très silencieuse. Comme Shigeki le disait au tout début, de parler d'être la bonne copine, on se rend compte, voilà, collège, lycée, que nous, y a personne qui est intéressé par nous, et même pour en revenir à faire un peu d'intersectionnalité par rapport au corps, en fait, le rapport au corps, c'est là que le tri va se faire, qu'on ait un handicap, qu'on soit rond, notre couleur de peau. Et voilà, on va voir que nous, y a personne qui s'intéresse à nous, personne qui veut relationner avec nous, et on se sent différente, et c'est là que le mal-être peut commencer à s'installer, de se dire, il y a quelque chose qui va pas chez moi. Alors qu'en fait, ça vient pas de nous, mais plutôt de l'extérieur et de ce que les gens projettent, en fait, sur nos corps. Et du coup, faut réapprendre à s'aimer, en fait. Je dirais, oui, il y a réapprendre pour ceux, du coup, qui ont été atteints sur cette tout court, en fait, plutôt apprendre tout court. Mais aussi comprendre le monde dans lequel on vit. C'est vraiment important. Parce que, par exemple, moi, par rapport à mon étude que j'ai fait pour mon diplôme de sexologue, interroger 27 femmes afrodescendantes, c'est pas la même chose d'une femme noire qui a été grandie en Afrique, socialisée, puis arrivée en France à 14, 15 ans. Elle va pas porter le même regard sur elle-même parce qu'elle se sera construite
construit ou construite sans cette idée d'être cette personne noire. Alors que j'ai vraiment vu une différence entre les femmes qui ont été dans un environnement blanc depuis très petite, la maternelle, et être peut-être la seule noire de la classe. Je parle que de femmes parce qu'en effet, j'ai interrogé que des femmes, donc c'est pour ça que je parle féminin. Être la seule noire de la classe, eh ben on a été face à cette altérité très très tôt et on se rend compte des choses. Donc c'est tout un travail de découvrir, de s'informer sur le racisme, sur la fétichisation, l'exotisation, et c'est pas évident. Et souvent la première fois qu'on va s'y intéresser, c'est quand on va y être confronté de manière un peu brutale dans les premières relations affectives, le dating, et puis quelqu'un qui nous dit une phrase et on se dit mais en fait je savais pas que j'étais différente, quoi. Et puis il y a la question de la représentation. Voilà, dans nos sociétés européennes, occidentales, les femmes noires ne sont presque pas représentées. Aujourd'hui, ça tend un peu à changer, mais c'est quelque chose, vous, quand vous avez grandi, durant votre enfance, votre adolescence, que vous n'avez pas connu. Oui, totalement. La question de la représentation, elle est centrale. C'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir des espaces comme Face B pour raconter ces histoires-là. Et elle est centrale à deux niveaux. Il y a effectivement la question de toutes les productions médiatiques, culturelles, ou si on parle de comédie romantique, je peux pas trop citer en tout cas de productions francophones avec le personnage principal qui est une femme noire. Quand il y en a en plus, il y a la question du colorisme qui fait que c'est souvent plutôt des personnes au teint plus clair versus le teint foncé. Et il y a une autre forme de représentation qui est hyper importante et qui est notamment pas mal ressortie de l'enquête sur laquelle j'ai travaillé et qui fait écho avec ce que Anaïs disait sur l'importance de situer aussi de là où on parle, même géographiquement. C'est le fait qu'on vit dans des pays où on est des minorités et la représentation aussi dans la sphère intime, familiale, amicale, le voisinage est aussi hyper importante. Et en fait, plus on a de représentations différentes de masculinité, de féminité, de couples afrodescendants, moins on a de chances de développer justement des stigmates qu'on va finir par intérioriser et aussi plus on a de chances d'être moins perméable aussi aux stigmates que les autres nous renvoient. Et donc dans un contexte où on est une minorité visible, on a peu de représentation ou peu de diversité de représentation dans notre sphère privée et une absence de représentation dans la sphère publique ou, ce que je trouve encore pire qu'une absence, une représentation hyper péjorative. Oh, c'est vous en photo, Pépite, sur la carte postale. Tu m'as reconnue. Oui. Oh, je l'ai vu. C'est ça, les amis, ils vous reconnaissent immédiatement. C'est très difficile de se construire comme ça avec une forte estime de soi et du coup, ça a des répercussions sur nos relations amoureuses. Alors, comme l'a dit Anaïs, en fait, il faut voir le problème inverse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que c'est vous le problème, mais que c'est que la personne que vous avez en face, et vous, c'est ce qui va vous arriver. C'est-à-dire que vous allez enfin comprendre que c'est votre partenaire le problème. Comment vous en êtes arrivé finalement à cette conclusion ? Ça a pris beaucoup plus de temps déjà que dans le texte, parce que le texte, c'est un peu un concentré de la réalité. C'est pour ça que c'est plus sur le format récit. Dans les faits, ça a pris plus de temps, dans le sens où je pense que ça s'est fait en deux grands temps. Il y a le temps un peu plus, on va dire, instinctif, où c'est un peu dans nos tripes qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, et on met pas forcément le doigt sur le vrai problème, et qui fait que voilà, ça s'arrête. Du coup, je spoil un petit peu la fin du truc. C'est ce que j'allais dire, on spoil un peu, mais bon, vous allez le quitter, quoi. Oui, voilà. Dieu merci, je l'ai quitté. Et après, dans un second temps, c'est justement la découverte de tout ce travail de pensée décoloniale, que ce soit via des auteurs comme Fanon, comme Mel Hooks, ou que ce soit via le travail de personnes plus contemporaines, on va dire, comme le travail que peut faire Histoire crépue, Anas Daï, Tant que je serai noire, etc. Où là, on commence à comprendre en fait les mécanismes qui régissent aussi nos vies intimes, et aussi le fait de rencontrer d'autres personnes, d'échanger avec d'autres personnes qui ont les mêmes expériences, et on voit qu'en fait c'est pas une coïncidence si on est autant à avoir des expériences similaires. Et donc le fait de mettre des mots dessus, notamment sur la question de la fétichisation, parce que c'était une personne en plus qui fétichiser les femmes noires, c'est pas quelque chose où, au début de ma vingtaine, en toute transparence, j'avais pas les mots pour ça. C'est venu beaucoup plus tard. Au départ, c'est vraiment quelque chose d'instinctif, comme le corps et le cœur aussi qui dit que quelque chose ne va pas. Vous êtes tombé amoureux de vous-même ?
Je sais pas si je pourrais dire ça. Je pense que c'est un processus encore en cours. Parce que justement, Anaïs, tu disais tout à l'heure que la phase de l'adolescence est hyper cruciale dans ces moments-là. Moi, je remonterais même avant, parce que souvent, quand on évolue dans des environnements où on est une minorité visible, les premiers moments de racisme arrivent entre 3 et 6 ans. Ce qui fait qu'en fait, très très tôt, on se construit en se disant ma couleur est un problème. Et quand on se construit entre 3 ans et 20 ans avec cette idée derrière la tête, même avec tous les outils de déconstruction possibles, ça prend vraiment beaucoup de temps avant de vraiment, on va dire, mettre à jour le système et être pleinement amoureuse de soi-même. En tout cas, dans mon cas. Alors, je voulais faire remarquer que son témoignage était vraiment précieux, l'exemple qu'elle donnait, pour montrer que le point de départ, souvent, c'est le corps. Et la réaction s'est vraiment faite dans le corps. Et notre corps absorbe quand même un certain nombre de traumatismes. Donc peut-être vous avez déjà entendu parler du trauma racial, ce qui n'était pas forcément son cas, mais c'est souvent, comme vous disiez, comment on passe après à la phase où on s'aime, où on se sent mieux, où ça va mieux. Mais déjà, le corps n'en peut tellement plus qu'il ne nous permet pas de poursuivre la relation ou poursuivre les échanges, et que ça peut être sur tous les plans, professionnel, amical, familial. Quand on est face à cette personne, finalement, notre corps réagit et se sent pas bien. Et même si on n'a pas encore les mots, parfois on est obligé de s'écouter parce qu'on sent bien que ça va pas. Alors dans cette revue, vous avez aussi fait un sondage auprès de 300 personnes, donc majoritairement âgées de 25 à 34 ans, donc des jeunes quoi. Beaucoup de femmes ont répondu puisqu'elles représentent 80% des personnes sondées. Et alors, 63% des personnes interrogées considèrent que le racisme a été une cause de difficultés dans leur relation à elles-mêmes, que ce soit actuellement ou dans le passé. On se rend compte notamment à travers ce sondage que le racisme en fait régit nos vies amoureuses, voilà, régit aussi notre estime de soi, la manière dont on se perçoit. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas conscience. Oui, parce que c'est pas évident quand on mène notre vie de tous les jours et qu'on est plus jeune ou moins jeune de se rendre compte qu'en fait que finalement le point de départ de toutes ces discriminations, c'est le racisme et cette couleur de peau. Comme disait Shigeki, qu'elle a vraiment bien exprimé, c'est au fur et à mesure, on voit bien que notre apparence, en tout cas, nous pose souci pour accéder à des choses qu'on souhaiterait, pour relationner, pour entrer dans tel ou tel cadre. Et puis, j'ai envie de revenir, alors aujourd'hui, c'est plus trop d'actualité, mais même si ça l'est un petit peu, mais les boîtes de nuit, de se dire, tiens, nous, on nous ferme la porte, on peut pas, sous tel prétexte. Alors, ça emmène du coup à modifier. Donc, je vais m'habiller de telle façon, je vais me coiffer de telle façon, je vais mettre, pour essayer de rentrer dans cette case de la désirabilité et être accepté finalement par la société. Et c'est vraiment de manière très insidieuse qu'on commence à se transformer. Voilà, pour une aliénation dont on n'a pas conscience. Et alors vous, ce que vous expliquez un peu, notamment dans vos écrits et dans cette revue à travers un entretien qui est mené, la question toujours du corps des femmes noires, où vous dites qu'elle est jugée hors norme et donc synonyme d'un bon coup au lit. Donc on hypersexualise toujours le corps des femmes. Et alors vous parlez d'une pensée de tout ça, née ce que vous appelez une pensée Kanga Motema, donc une expression lingala qui veut dire littéralement « ferme ton cœur ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors lors de cette étude, je connaissais pas cette expression, mais une des jeunes femmes m'a parlé de ça. Et en fait, on a un peu, dans la culture africaine ou que ce soit antillaise, cette image de la femme noire qui est cette femme forte. Et le fait qu'on résiste à tout, les Antillais parlent beaucoup de femmes potomitan. Et en Afrique, du coup, pour le Congo, c'est cette expression, je pense qu'il en existe d'autres que Kanga Motema. Mais nous, c'est un peu, on a grandi avec cet éloge de la souffrance, en fait. Et c'est presque devenu comme une vertu. Plus on se tait, plus on subit et on se tait, mieux c'est. Et c'est vraiment quelque chose qu'on intériorise, et c'est vrai, comme le disait Shigeki, très petit, puisque finalement, l'enfant apprend par l'exemple, par ce qu'il voit, et on voit nos mamans, nos tantes réagir comme ça, et donc on sait que voilà, peut-être on a pris un coup, on nous a mal parlé, et on garde ça en nous. Et puis on comprend que les relations fonctionnent comme ça. Pour parler un peu de culture plutôt africaine, donc subsaharienne, c'est pas nécessairement par les mots qu'on te dit t'as pas le droit de faire ci, tu dois pas faire ceci, tu dois pas faire cela, mais c'est par les attitudes qu'on comprend ça. Et pour donner une petite anecdote enfant, on a souvent lors des grandes fêtes familiales et autres, les adultes, les tantes qui parlent entre elles, et
c'est de manière détournée qu'on nous fait comprendre un peu ce dont on a le droit et ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et en entendant les critiques, une telle a fait ci, une telle a fait ça, et on comprend finalement ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Et il y a ce que vous dites aussi, on nous apprend à exister sous les radars. Ça, c'est quelque chose, une espèce d'aliénation où on se dit que pour pouvoir survivre en fait dans ce monde-là, il faut ne pas s'accepter comme on est, mais essayer de ressembler le plus possible à la posture occidentale. Oui, malheureusement, c'est ce que certaines personnes vont intégrer, mais aussi, on le voit bien que quand on commence à modifier notre apparence, alors il y a eu tout un mouvement et continue encore ce qu'on appelle des nappies, surtout sur les cheveux, c'est toujours un débat qui est d'actualité, on nous trouve plus présentables. Donc, on peut vite s'engouffrer dans cette brèche-là en se disant, tiens, je vais me transformer, et on voit que plus on s'occidentalise, en tout cas, on ressemble au stéréotype de la femme occidentale parfaite, on va essayer de s'en approcher. Mais malheureusement, c'est très délétère aussi pour la santé des femmes noires, puisque c'est évoqué aussi dans son témoignage, on peut arriver à certaines femmes jusqu'à vouloir se blanchir la peau. Bien sûr. Et ça, c'est quand même un sacré problème de santé publique dans nos communautés, et qui est important de lutter contre. Et à la fin, au niveau de l'identité, on ne sait plus trop qui on est. Et c'est comme si on portait un masque, ou en tout cas, on est des pros de l'adaptabilité. Donc, dans telle situation, voilà, on fait ressortir telle part de nous. Mais quand on est à l'extérieur, au travail, ou plutôt en contact de la population dominante, là, on va essayer plus de leur plaire. C'est vraiment un jeu d'équilibriste pas facile à tenir. C'est ça, vous dites aussi, beaucoup d'enfants racisés n'ont pas conscience que ces stéréotypes projetés sur elles et eux ont une incidence sur leur amour-propre. Ça, c'est réel, c'était assez frappant quand j'ai interrogé beaucoup de femmes, parce que si on n'a pas la connaissance de l'histoire, de la colonisation, du racisme et autres, on a tendance à penser qu'il n'y a que nous qui vivons ça et que c'est notre histoire unique. Mais quand on commence à échanger avec d'autres femmes, qu'elles soient noires ou asiatiques, en tout cas d'autres communautés, on se rend compte que non. Bizarrement, on a une trajectoire qui se ressemblait beaucoup les unes des autres. Donc, pour nous, je pense, et parce qu'on fait là à phase B, c'est très important d'éveiller les consciences sur ces sujets, mais avec toujours ce jeu d'équilibre à avoir, de pas faire peur non plus à toutes les femmes, et se dire qu'on est tout le temps fétichisé, exotisé, parce que malheureusement, j'avais eu le témoignage d'une jeune femme qui du coup avait du mal maintenant à rentrer en relation à force d'avoir été confrontée à ça en permanence. Surtout qu'aujourd'hui, moi quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas les applis, surtout qu'aujourd'hui il y a les applications de rencontres où on peut mettre directement les critères, et vraiment parfois c'est assez violent et très discriminant, et en fait on est déjà exclu sans avoir pu rentrer en contact avec qui que ce soit. Alors la question, c'est comment s'émanciper, puisqu'on a toutes ces représentations occidentales, qu'on a notamment dans les espaces culturels, voilà, d'un amour auquel on n'arrive pas à se rattacher puisqu'il ne nous représente pas. Et puis, il y a aussi dans les cultures, notamment africaines, voilà, ce poids du silence. On ne parle pas vraiment d'amour. Donc, comment on fait pour s'émanciper de tout ça et réussir à s'aimer soi-même et à construire nos relations amoureuses saines? Je crois que j'ai envie de dire, c'est le chemin de toute une vie quand même. Puisque ça touche vraiment notre identité, et c'est un long travail d'acceptation de qui on est. Du fait que nos parents aient dû quitter leur pays, moi je parle de déracinement, ça fait qu'il y a une coupure qui s'installe avec les enfants aussi, parce qu'il est parfois difficile pour nos parents de nous transmettre tout cet héritage culturel. Donc il y a quand même tout un chemin qu'on doit faire, parce que nous, on est ici dans cette société française, avec cette culture, donc on est français, on découvre plus la culture française, et puis c'est trouver je retire le mot, équilibre. En tout cas, c'est regarder nos cultures, aimer ce que nos parents nous enseignent, ce qui se passe dans nos pays, et puis apprécier aussi parfois cette part française, mais c'est vraiment un long chemin. Shigeki, vous par exemple, vous avez commencé, vous avez dit que vous étiez encore en chemin, c'était un chemin d'émancipation, vous êtes bien avancé quand même, mais vous sentez encore qu'il y a plein de choses sur lesquelles vous devez vous déconstruire? Je pense que c'est
Plutôt, c'est vraiment comme si notre cerveau était un logiciel qui avait fonctionné d'une certaine manière et qu'il fallait faire une mise à jour et que cette mise à jour prenait du temps. Donc les éléments ont bien été remis en place. On va dire que c'est le temps de chargement qui est un peu long. Moi, ce que j'ajouterais, je pense que c'est important de aller vers des outils, peu importe le format qui nous convient le mieux, que ce soit de la vidéo, des livres, des comptes Instagram, mais qui nous permettent d'avoir les ressources pour comprendre la dimension systémique déjà de nos vécus individuels. Je pense que déjà de comprendre que le problème c'est pas soi, mais c'est tout un système. Et justement, quand vous évoquiez le fait que parfois on se rend pas compte que le racisme a autant d'impact, c'est parce qu'aussi quand on pense à racisme, déjà c'est rare qu'on le pense de manière systémique, et quand on pense au système, on pense plus aux problèmes à l'emploi, au logement, qui sont des réels problèmes. Mais c'est vrai que du coup on met moins l'accent sur l'impact sur nos vies les plus profondément intimes. Et donc je pense que c'est important déjà de se renseigner pour comprendre, pour pouvoir avoir aussi les mots pour nommer ce que l'on vit. Important aussi autant que possible de bien s'entourer aussi. Et c'est pour ça que nous, notamment avec Bissai, on propose aussi des ateliers vraiment d'accompagnement de soins communautaires pour que les gens puissent aussi un maximum, en tout cas, on les accompagne dans la guérison de leur trauma et aussi leur permettre de rencontrer un collectif de personnes qui ont les mêmes valeurs et à peu près les mêmes vécus. Je pense que ça aide aussi beaucoup de revoir son entourage et de pouvoir avoir un peu de se questionner quand on relationne de pourquoi on est attiré par cette personne et pourquoi cette personne est attirée par soi. C'est pas forcément évident d'identifier tous les red flags, on va dire, mais déjà être pleinement conscient, c'est d'être actif dans la manière dont on relationne avec les gens. Ça permet d'être un peu plus attentif et de se prémunir un peu de certaines situations. Je voulais ajouter qu'on pouvait, pour s'émanciper, le premier pas, c'est se rapprocher de personnes qui nous ressemblent. Ne vraiment pas hésiter à se rapprocher même si c'est des personnes d'autres communautés et qui peuvent avoir vécu les mêmes choses que nous. Elle citait l'association Tant que je serai noire. Moi, j'organise des groupes de parole pour, par exemple, des femmes noires. Donc déjà, se retrouver entre femmes noires et échanger, ça permet de manière très progressive et très douce, en écoutant juste des témoignages de vie d'autres personnes, se rendre compte que, ok, on partage peut-être quelque chose de commun. Et là, après, s'intéresser un peu plus, en effet, aux principes, aux idées, découvrir la fétichisation, l'exotisation. Ce que moi, je dis beaucoup aussi en consultation, c'est déjà d'avoir conscience de son propre désir. Qu'est-ce qu'on cherche dans cette relation? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est au minimum 2 personnes qui se rencontrent, mais même s'il y a ce sentiment-là, mais qu'est-ce qui nous plaît vraiment chez l'autre? Est-ce que c'est la valorisation d'être à côté de ce corps-là? Est-ce que c'est l'envie juste de dire que je suis en couple? Est-ce qu'on aime vraiment l'autre? Ça, c'est vraiment très important. Et pourquoi, pourquoi on l'aime, ce qui nous plaît. C'est vraiment un travail qui est pas évident. Je pense que à tout âge, il faut toujours se reposer ces questions, mais se demander pourquoi on relationne et faire attention à ce que notre corps nous dit. Si on se sent bien, détendu, en paix, poursuivre, mais dès que ça coince quelque part, quand on parle aujourd'hui de red flag, ne pas fermer les yeux et se dire ça va passer, et forcer et continuer une relation sans poser les choses. Oser dire que voilà, là je me sens pas bien, j'ai pas aimé quand tu m'as dit ça comme ça, progressivement. Et je pense que c'est comme ça qu'on s'émancipe, mais on finit jamais, puisque à chaque fois, une autre étape. Je trouve que c'est un chemin d'authenticité vers soi-même, et c'est assez long. Alors, il est aussi important d'historiciser tout ça, c'est-à-dire que ce racisme, ce regard qui est porté sur le corps des femmes et des hommes racisés ne vient pas de nulle part, il vient du colonialisme. Est-ce que ça, vous pouvez nous en parler? Ce qui est important, je pense, de rappeler, et c'est pour ça que c'est important de se rapprocher de toutes les ressources décoloniales qui peuvent exister sur Internet notamment, c'est qu'en fait, beaucoup des manières de penser, des systèmes de pensée qu'on a et du coup d'interagir sont des héritages directs de la colonisation et de la période esclavagiste, qui a été une période au-delà des atrocités physiques, des exploitations qu'on connaît, mais qui a été aussi une période de création de récits pour justifier justement ce qui était fait au peuple colonisé et esclavagisé. Et parmi ces récits, il y avait des récits justement qui
qui, on va dire, mettaient certaines catégories raciales et de genre dans des cases et qui créaient des stigmates, des stéréotypes, comme si je parle au niveau des femmes noires, mais il y a vraiment ce côté justement d'hypersexualisation, le corps de la femme noire qui était vraiment au service des colons, qui était au service des colons notamment pour pouvoir reproduire, notamment pendant la période plutôt esclavagiste, pouvoir reproduire de nouveaux esclaves. Il y avait aussi cette dichotomie qui était créée entre la femme blanche qui serait pure, qui sera protégée, notamment des hommes noirs et des hommes racistes de manière générale, et la femme noire qui serait plutôt impure et qui permet de justifier les violences qui étaient commises envers elle. Et en fait, comme les sociétés dans lesquelles on vit sont des héritages purs des périodes esclavagistes et coloniales, et qu'il n'y a pas eu vraiment de vrai travail de transformation de la société, de réparation, etc., on a tous un peu intégré de génération en génération, ça se transmet, ces stigmates qui persistent, et c'est pour ça qu'on a, si on se remet sur l'exemple des femmes noires, c'est le stigmate de la femme noire hypersexualisée, dont on attend un certain type de corps, dont on attend un certain type de relations. Et à l'extrémité de ça, une autre image qui est aussi un héritage colonial, c'est la femme au contraire hyposexualisée, et justement avec qui on ne peut pas imaginer des relations sexuelles et amoureuses. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, et on le voit dans les productions culturelles, avec le rôle de la nounou, de la meilleure amie, de la fille cool, mais jamais dans une interaction romantique valorisante. Les corps noirs, dans ces périodes-là, ont été complètement déshumanisés. Un divertissement de cours commence. Des danseurs. On parlait de biens meubles et c'est important de le rappeler parce que nous, on porte cet héritage quelque part, en tout cas la société entière, parce que on n'avait pas d'existence propre. Ce qui fait que dans nos pensées, là on parlait aujourd'hui de relations romantiques, il n'y avait pas cette conception de la famille mononucléaire, c'était juste des biens, et on était juste de la marchandise. De la marchandise, bien sûr. Complètement. Alors on parle beaucoup bien sûr des femmes qui sont hypersexualisées, fétichisées, il y a aussi les hommes, les hommes noirs. Il y a des témoignages dedans d'hommes noirs et d'hommes arabes qui racontent, pour en revenir, moi je reviens à cette personne qui dit que en étant un homme noir, il a toujours été perçu dans l'espace public par les dominants comme menaçant. Alors ça, je sais de quoi il parle, je l'ai moi-même vécu. Il y a ce cliché aussi de l'homme arabe viril, dominant, qui est aussi violent, l'homme noir qui aurait forcément un gros sexe. Enfin, il y a tout ça qui nous construit. Et puis, souvent, les hommes ont du mal à se déconstruire par rapport à tout ça. Ils n'en ont pas conscience aussi. Ouais. Initialement, moi, je voulais faire mon projet sur la vie affective. Là, j'ai fait sur les femmes, mais parler des hommes afrodescendants. Mais en fait, c'est un sujet qui est très sensible parce que ça touche beaucoup à la virilité, à la masculinité. Et en tant qu'homme racisé, ces stéréotypes-là du sexe grand, énorme, vient directement de cet héritage, esclavage, colonisation. Et malheureusement, c'est ce qu'on appelle des préjugés, entre guillemets, positifs. Du coup, un certain nombre d'hommes l'ont intégré et finalement le valorisent, alors que c'est pas du tout quelque chose de valorisant. Donc c'est très difficile à déconstruire dans notre société aujourd'hui. Mais je suis complètement d'accord avec vous. Je pense qu'il y a un chemin encore un peu plus long pour les hommes pour réussir à se déconstruire. Mais pas juste pour les défendre, mais cette idée aussi que dans cette société, comme l'avait rappelé Shigeki, avec cette hiérarchie des corps, à la tête, c'est cet homme blanc. Et les hommes noirs, on est dans une société qui est quand même un monde capitaliste, patriarcal,
c'est lui qui est censé être ce chef de famille et essaye aussi à sa manière de répondre à cette idée de la masculinité et de la performer. Donc là, même en ce moment, il y a cette traîne-là des hommes noirs qui n'ont pas besoin de faire de sport, je crois, parce qu'ils sont naturellement musclés. L'héritage, oui, comme quoi ce serait plus facile pour eux d'être musclés. Oui, donc les hommes aussi ont tout un certain nombre de challenges aussi auxquels ils doivent faire face, mais c'est vrai que c'est quand même un sujet actuellement assez sensible. Et par ailleurs, dans le travail que je fais à côté sur les relations amoureuses dans les communautés noires, bon, c'est toujours difficile, même sur le travail qu'on a fait avec FASB, d'avoir autant de témoignages d'hommes que des femmes. On a un peu du mal à les toucher. Mais ce qui est hyper intéressant dans ce qui ressort, c'est en fait cette forme de dichotomie entre effectivement cet héritage de puissance, de force et de stigmates vus positivement, notamment pour relationner. Mais beaucoup d'hommes évoquent aussi le fait que quand ils relationnent, ils se rendent quand même, peut-être pas tous, mais quand même beaucoup, en tout cas des témoignages que j'ai reçus, ils se rendent compte aussi de cette végétisation. Et du coup, même pour eux, la manière dont ils relationnent, ça impacte ça, de savoir qu'on relationne avec nous parce que on a intégré des préjugés physiques qui sont pas justes en plus, et qui mettent une forme de pression aussi de performer ce qui est attendu de l'autre. Et à côté de ça, on a aussi cette injonction à la masculinité un peu virile qui fait qu'on leur laisse pas non plus l'espace d'exprimer leur vulnérabilité, leur sensibilité, et puis le poids en fait de ces injonctions-là. Donc certes, il y a certains préjugés qu'on pourrait dire socialement valorisants par rapport aux critères dominants. Et encore, ces mêmes préjugés-là les mettent dans une position aussi, on va dire, complexe vis-à-vis du dominant, et qui permet de, après, justifier des stéréotypes de l'homme noir violent, de l'homme noir sauvage bestial, et qu'il faut canaliser. Et ça peut aller très loin dans l'aliénation, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont se mettre en couple avec des femmes blanches dans l'idée d'être plus libres aussi. Ouais, totalement. Et ce qui ressort aussi des personnes que j'ai pu interroger, c'est la question de percevoir la relation amoureuse comme une forme d'élévation sociale. Et malheureusement, et là c'est là où aussi la classe et la race s'entrecroisent, l'élévation sociale est perçue comme le fait de sortir avec une personne blanche, parce qu'elles vont disposer de plus de capital économique, culturel, social, etc., qui va faire qu'on va avoir le sentiment que relationner avec elles, c'est s'élever socialement. À côté de ça, il y a aussi le racisme qui intervient, parce qu'il y a aussi une notion qui ressort de se dire, en fait, c'est toujours la même chose, plus je me rapproche de la blanchité, plus j'ai le sentiment de pouvoir me protéger face aux discriminations et face au racisme. D'où les différentes modifications même du corps dont parlait Anaïs. Et ça passe aussi par avec qui on va relationner. C'est pour ça que, comme elle disait, c'est hyper important de se poser la question de pourquoi cette personne est attirée par moi, mais aussi pourquoi je suis attirée par elle. Parce que parfois, le racisme intériorisé, plus les conditions de classe, vont faire qu'on va se mettre avec quelqu'un en pensant que ça va nous permettre d'échapper aux oppressions qu'on vit individuellement. Oui, et inversement, chez les hommes blancs, quand ils se mettent en couple souvent avec une personne racisée, ils vont avoir un peu ce truc d'homme sauveur, quoi. Je vais te sauver, je vais t'extirper. Exactement. Et c'est là vraiment où on voit que, tu vois, que c'est hyper important pour nous de travailler sur la question de l'amour, parce qu'on peut se dire que c'est une thématique un peu futile, un peu intime, etc. Mais en vrai, elle est éminemment politique, parce qu'il y a plein de dynamiques sociales, de genre, de races aussi qui vont s'entrechoquer. On n'a pas aussi très évoqué la question aussi de l'orientation sexuelle, mais il y a aussi des dynamiques supplémentaires qui vont s'ajouter à cela. Et c'est pour ça qu'en fait, le marché de l'amour, comme on l'appelle, c'est une représentation des dynamiques sociales qu'on connaît à l'échelle de la société. Ce que je voulais dire aussi, c'est peut-être pas le problème, mais que je trouvais beau dans cette revue, c'est que cette fois-ci, on parle aussi beaucoup d'amour. Là, on a parlé de choses quand même difficiles, bien sûr, mais ça parle vraiment d'amour, et ça montre des amours différents entre personnes racisées ou même dans notre famille, comment ça se transmet. Et ça, c'est des choses qu'on voit très peu. On parlait de cinéma, des représentations, et parce qu'il y a quand même pas mal de relations saines aussi dans nos communautés, de belles choses qui se vivent, très simples. Et vraiment, dans cette revue, on pourrait s'en rendre compte et avoir un panel
témoignages. Et justement, dans cette revue, vous parlez d'un amour décolonial. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment possible? Il y a une progression dans la revue, dans ce numéro, comme dans le numéro précédent, où on parle un peu de la phase, on va dire, la plus sombre, la plus complexe, pour aller vers une phase un peu plus émancipatrice et positive. C'est pour ça qu'on termine par l'amour en résistance. Et l'idée, c'est que oui, l'amour décolonial est possible. En fait, à partir du moment où nous, on décolonise notre esprit, on prend conscience de l'héritage colonial qui habite nos manières de penser, nos manières d'exister, et qu'on fait le travail, un travail parfois de toute une vie, de vraiment se détacher de ça, de remettre la marge au centre et de remettre nos expériences, nos vécus, nos cultures en tant que personnes racisées au centre et au même niveau que les cultures dominantes. On change vraiment sa manière de penser, sa manière de se mouvoir et du coup sa manière de relationner. Et oui, moi je pense que c'est totalement possible. Moi, je pense que dans Amour décolonial, ce qui voulait être vraiment exprimé, c'est regarder c'est dominer et opprimer. Enfin, la personne qui est opprimée, la personne qui est dominée. Faites attention à ces dynamiques en fait dans les relations et qu'en fait mettre plus d'équité, que l'un ne soit pas vu supérieur à l'autre. Et ça sur tous les plans, que ce soit au niveau du genre, de l'orientation sexuelle, de ce qui se vit. Parce qu'on voit bien, des fois, il peut y avoir des décalages dans des relations dites mixtes d'une personne blanche avec une personne racisée, où finalement la personne racisée va presque s'oublier, où sa culture sera mise de côté, où par exemple, je sais pas, ces traditions vont être presque oublié, on va aller en vacances peut-être que du côté de la famille finalement blanche. Et dans cet amour décolonial, c'est de ça aussi dont il est question, de vraiment faire attention aux relations et que les cultures et religions de chaque personne et spiritualité puissent être respectées. Il y a cette phrase, moi, que j'ai trouvée plutôt intéressante, justement, sur cette idée d'amour décolonial. Je veux qu'on m'aime, mais pas que. Dans mon couple, je veux qu'on ne projette rien sur moi, ni fétichisme, ni colorisme, qu'on ne me charge pas mentalement, ni me fasse de mal. Je veux qu'on comprenne mes luttes et qu'on lutte ensemble. Je veux de la vulnérabilité et de la conscience. Ouais, c'est Délie, ça il me semble, de Bouquet qui a écrit ça. Et oui, je pense qu'il y a vraiment, c'est vraiment le résultat en fait de ce travail de déconstruction qu'on fait soi-même individuellement et qui fait que ça change aussi les critères de ce qu'on recherche sur un partenaire et que à partir du moment où on a conscience que les différents pans de nos vies, même les plus intimes, sont politiques, on recherche aussi quelqu'un qui va être sur la même longueur d'onde, qui va comprendre ça et qui va permettre justement de garantir ce dont on parlait au début, c'est-à-dire que les relations intimes qu'on a soient des espaces profondément safe et bienveillants. Cette citation est vraiment très belle et illustre vraiment ce que tout le monde désire en tant que personne racisée. C'est qu'une fois qu'on est dans notre intimité, qu'on ferme la porte, on veut la paix chez nous. On ne peut pas échapper à ce monde, à ce racisme systémique. On n'y échappera pas. Mais une fois qu'on rentre chez nous, qu'on est dans nos sphères, on veut vraiment être entouré de personnes qui nous voient juste tels que nous sommes. Pour Yanis, pour Shigeki ou Anaïs, et que je suis pas une personne noire, grosse ou handicapée ou que sais-je, juste être nous et que la couleur ne soit pas un sujet. Merci beaucoup Anaïs, merci beaucoup Shigeki. Donc je rappelle Phase B, qui est disponible en librairie et sur votre site.